Bonsoir. Ce soir sur GeoCapital, on ne va pas vous parler de la Fed, ni des derniers chiffres de l'emploi publiés ce matin à Washington. Ce soir, on parle de quelque chose de plus profond, de plus silencieux et de beaucoup plus dangereux. La dette fédérale américaine dépasse les 35 000 milliards de dollars. Elle grossit d'environ 1 milliard tous les 100 jours. Ce n'est plus un signal d'alarme, c'est une sirène. Et pendant que Wall Street joue sur les rendements obligataires à 10 ans, des millions d'Américains vivent à un salaire du précipice. Ce soir, GeoCapital vous emmène sur le terrain. 10 États, 10 bombes à retardement économique. Et la question que personne ne veut vraiment poser, quand la prochaine récession frappe, lesquels s'effondreront en premier ? Marc, avant de plonger dans ce classement, posons le cadre macro. Ce que l'on observe dans ces États, c'est la convergence de 3 facteurs que les économistes redoutent. Un PIB régional sous-diversifié, une dépendance structurelle aux transferts fédéraux et une base fiscale en érosion accélérée. Autrement dit, quand Washington éternue, ces États attrapent une pneumonie. Bien dit. Et on commence avec le numéro 10, Virginie occidentale. La West Virginia, c'est ce que les économistes appellent un cas d'école de désindustrialisation non compensée. Le charbon représentait l'ossature de cet État. Depuis 2010, ce secteur s'est effondré de plus de 75%. Des dizaines de milliers d'emplois stables, bien rémunérés, évaporés. Et derrière eux, des villes entières qui ont perdu leur raison d'exister. Les chiffres sont brutaux, Marc. Revenu médian des ménages, 55 000 $, soit 15 000 $ sous la moyenne nationale. Taux de pauvreté, près de 20%. Mais le chiffre qui me frappe le plus, c'est le taux de participation au marché du travail, 54%. Presque la moitié des adultes en âge de travailler ont décroché. Ce n'est plus du chômage classique, c'est ce que les économistes du travail appellent le retrait structurel de la force de travail. Et à ça, Sarah, il faut ajouter la crise des opioïdes. Certains comtés affichent 84 décès par overdose pour 100 000 habitants. C'est une hémorragie humaine et une hémorragie économique. Des milliards absorbés, une force de travail encore réduite. Sans oublier la démographie, Marc. Depuis 2010, l'État a perdu plus de 100 000 habitants. Les jeunes diplômés partent vers la Caroline du Nord, le Texas. Ce qui reste, une population vieillissante. 21% ont plus de 65 ans et une pression croissante sur des retraites déjà sous-financées. Et 35% du budget dépend des transferts fédéraux. C'est un État sous perfusion de Washington. La West Virginia ne se prépare pas à un effondrement, elle en vit déjà les prémices. Mississippi. Régulièrement dernier dans les classements économiques nationaux, revenu médian 48 000 $, plus de 20 000 $ sous la moyenne américaine. Un habitant sur 5 vit sous le seuil de pauvreté. Dans certaines zones rurales, ce taux dépasse 35%. Ce qui rend le Mississippi particulièrement vulnérable sur les marchés obligataires municipaux, Marc, c'est la combinaison d'une faible capacité de remboursement et d'une dépendance fédérale à plus de 40% des dépenses publiques. Si les taux de la Fed restent élevés et que le Congrès coupe les dotations, cet État n'a quasiment aucun coussin de liquidité. Le taux de mortalité infantile est le plus élevé du pays. L'espérance de vie accuse 5 ans de retard sur la moyenne nationale. Et les fermetures d'hôpitaux ruraux laissent certaines communautés à plus d'1 heure des urgences. C'est une crise systémique, pas conjoncturelle. Lors de la prochaine récession américaine, le Mississippi ne vacillera pas, il plongera. Marc, le Michigan, c'est l'histoire d'une renaissance annoncée qui n'a jamais vraiment eu lieu. 20% du PIB de l'État repend encore de l'industrie automobile. Dans un contexte de guerre commerciale, de disruption technologique et de transition électrique, c'est une dépendance à haut risque. Et les ménages le ressentent. 40% des habitants font face à des difficultés financières, des retards de paiement, dettes médicales, crédits en défaut. Detroit a certes redynamisé certains quartiers, mais près de 21% des logements y sont vacants. Ce n'est pas une reprise, c'est un pansement sur une fracture ouverte. Les infrastructures marquent 45% des routes en mauvais état, des besoins annuels de réparation dépassant 7 milliards de $. Et la crise de l'eau ne se limite pas à Flint, la contamination au plomb reste une réalité quotidienne dans plusieurs comtés. Si les ventes automobiles chutent brutalement, choc de demande, récession mondiale, crédit crunch, le Michigan revit 2008 en accéléré. La rouille dans les économies fragiles ne disparaît jamais vraiment, elle progresse en silence. Alabama. Revenu médian 50 000 $, 16% de la population sous le seuil de pauvreté, soit 800 000 personnes pour qui chaque fin de mois est une bataille.
L'Alabama a fait un choix politique lourd de conséquences, refuser l'extension de Medicaid. Résultat, 300 000 personnes sans couverture médicale abordable. Plus de 15 hôpitaux ruraux ont fermé depuis 2010. Des déserts médicaux se forment. Et le taux de diplomation universitaire, 27%, creuse un déficit de capital humain qui condamne l'État à rater la prochaine vague d'investissements technologiques. Quand les recettes fédérales se contractent, l'Alabama n'a quasiment aucune réserve budgétaire. Les fissures sont déjà là. Il manque juste un choc extérieur et elles s'élargissent. Arkansas marque, c'est ce qu'on appelle une crise à basse intensité mais haute profondeur. Revenu médian à 53 000 $, plus de 200 000 résidents sans assurance santé. Dans certains comtés ruraux, il faut parcourir plus de 80 km pour consulter un médecin. Et l'économie est concentrée autour d'un seul acteur majeur, Walmart, dont le siège est à Bentonville. Mais même ce géant automatise, réduit ses coûts. La diversification, quasi inexistante. 45% des recettes générales viennent de transferts fédéraux. Ce qui est particulièrement inquiétant du point de vue des marchés, Marc, c'est la fracture numérique. 40% des habitants des zones rurales n'ont pas accès à Internet à haut débit réalisable. En 2025, c'est un handicap économique permanent. Aucune start-up, aucun hub technologique ne s'installe là où la connectivité est aléatoire. Ici, la crise ne s'annonce pas, elle s'installe silencieusement. Kentucky, même trajectoire que la Virginie occidentale. L'effondrement du charbon. Moins 60% d'emplois dans ce secteur depuis 2010. Revenu médian, 57 000 $. Dans certains comtés Appalaches, près de 25% de la population vit sous le seuil de pauvreté. Le Kentucky, c'est l'illustration parfaite de ce que les économistes appellent le piège de la dépendance sectorielle. La crise des opioïdes y fait rage. Plus de 2100 décès par overdose par an, l'un des taux les plus élevés du pays. C'est une tragédie humaine qui coûte des milliards en soins, en perte de productivité, en charges judiciaires. Seuls 27% des adultes ont un diplôme universitaire. Les cerveaux fuient, les investisseurs aussi. En cas de nouvelle récession, certaines régions du Kentucky ne risquent pas simplement une hausse du chômage, elles risquent l'abandon économique total. Nous entrons maintenant dans le top 4 de ce classement. Et là, on ne parle plus de fragilité, on parle de systèmes entiers bâtis sur des fondations instables. Les prochains États cumulent des risques que les agences de notation, les hedge funds et les gestionnaires de fonds obligataires municipaux suivent de très près. Nevada marque, 30% de la population active dépend directement du tourisme, de l'hôtellerie et des jeux d'argent. C'est l'économie la plus procyclique des États-Unis. Quand le cycle est haussier, tout va bien. Quand il tourne, le taux de chômage peut exploser de plusieurs points en quelques trimestres. En 2008, il avait ébassé 13%, un record national. Et le marché immobilier, Sarah, plus 40% depuis 2020. Prix médian à Las Vegas, 450 000 $. Revenu médian des ménages, 72 000 $. L'écart est insoutenable. Un retournement du cycle de crédit, une hausse supplémentaire des taux de la Fed, et on revoit les saisies immobilières massives de 2008. Ce qui aggrave tout, Marc, le Nevada ne prélève pas d'impôt sur le revenu. Le budget repose sur les taxes à la consommation, le tourisme, les revenus des casinos. Des recettes hautement volatiles et procycliques. Dans la pandémie, la fréquentation touristique a chuté de 30%, vidant les caisses de l'État en quelques semaines. Et la question de l'eau, l'ACMED, le système Colorado, à des niveaux historiquement bas. C'est un risque macroéconomique rarement pricé par les marchés. L'économie du Nevada fonctionne comme une table de blackjack. Tant que les cartes sont favorables, tout va bien. Mais si la tempête économique frappe, la chute peut être brutale et rapide. Louisiane, 19% de la population sous le seuil de pauvreté, soit 900 000 personnes pour qui chaque fin de mois est une bataille. Ce qui rend la Louisiane particulièrement vulnérable sur les marchés obligataires municipaux, Marc, c'est la combinaison d'une faible capacité de remboursement et d'une dépendance fédérale à plus de 40% des dépenses publiques. Si les taux de la Fed restent élevés et que le Congrès coupe les dotations, cet État n'a quasiment aucun coussin de liquidité. Le taux de mortalité infantile est le plus élevé du pays. L'espérance de vie accuse 5 ans de retard sur la moyenne nationale. Et les fermetures d'hôpitaux ruraux laissent certaines communautés à plus d'1 heure des urgences. C'est une crise systémique, pas conjoncturelle. Lors de la prochaine récession américaine, le Mississippi ne vacillera pas, il plongera. Hawaï marque le paradis, sauf que pour les résidents permanents, c'est devenu un défi économique quotidien. Prix médian d'une maison, 850 000 $. Revenu médian des ménages, 88 000 $. L'accession à la propriété est structurellement hors de portée pour une large partie de la classe moyenne. Le coût de la vie est le plus élevé des États-Unis. Pourquoi ? Parce que presque tout est importé. Nourriture, énergie, matériaux de construction.
Cette dépendance logistique crée une vulnérabilité systémique, une rupture d'approvisionnement mondial, une perturbation des routes maritimes, et les conséquences sont immédiates et sévères. L'économie repose à 30% sur le tourisme. La pandémie l'a démontré sans pitié. Les arrivées de visiteurs ont chuté de plus de 70% en 2020. Les recettes publiques se sont effondrées. Des dizaines de milliers d'emplois ont disparu. Et en 2024, la fréquentation reste en dessous des niveaux pré-crise. Pendant ce temps, les résidents permanents partent, remplacés par des investisseurs et retraités fortunés qui transforment le tissu social et réduisent encore la base fiscale productive. Hawaï est un paradis pour ceux qui peuvent se le payer. Pour les autres, c'est un piège économique à ciel ouvert. Et nous y voilà. Numéro 1. L'Illinois. Chicago. Ses gratte-ciel, ses universités, sa place dans la finance mondiale. Mais derrière cette façade étincelante se cache la situation budgétaire la plus explosive des États-Unis. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, Marc. Le déficit des fonds de pension publics de l'Illinois, 139 milliards de dollars, soit 11 000 dollars par habitant, enfants inclus. C'est le trou le plus profond de toute la fédération américaine, et il continue de se creuser. Les agences de notation ont sanctionné. L'Illinois affiche l'une des notes de crédit les plus dégradées parmi tous les États américains, juste au-dessus du statut spéculatif. Ce qui signifie concrètement l'État emprunte à des taux plus élevés, ce qui aggrave le déficit, ce qui dégrade encore la note, un cercle vicieux bien connu des marchés obligataires. Et la pression fiscale devient insoutenable, Marc. Les taxes foncières figurent parmi les plus élevées du pays. Sur un bien de 300 000 dollars, un propriétaire peut payer plus de 6 600 dollars par an. Ce n'est plus de la fiscalité, c'est de la chasse aux contribuables. Et ça marche dans le mauvais sens. En 2024, plus de 83 000 résidents ont quitté l'État, souvent les plus aisés, ceux qui tirent la base fiscale vers le haut. Leur départ accélère encore l'implosion. L'économie reste puissante. Chicago prospère dans la finance et la tech. Mais le reste de l'État lutte avec le déclin industriel, des petites villes qui s'éteignent, près de 2400 ponts structurellement déficients, des besoins en infrastructures qui se chiffrent en milliards, des milliards avalés par le service de la dette et les retraites. Marc, voilà le scénario que redoutent les gestionnaires de fonds obligataires municipaux. Lors de la prochaine récession, et il y en aura une, les recettes fiscales de l'Illinois chutent. Mais les obligations de retraite, elles, sont fixes et légalement contraignantes. L'État est alors face à un choix impossible, couper les services publics ou hausser encore les impôts, accélérant l'exode. La bombe des retraites de l'Illinois n'est plus une menace théorique, elle produit déjà ses premières étincelles. 10 États, 10 fractures dans le tissu économique de la première puissance mondiale. Des retraites sous-financées, des hôpitaux qui ferment, des talents qui fuient, des infrastructures qui s'effritent, et une dette fédérale qui grossit d'1 milliard toutes les 100 jours. Ce n'est pas une prophétie de malheur, c'est une analyse froide de données que les marchés commencent à pricer, lentement, silencieusement. Ce que ces 10 États nous disent, Marc, c'est que la prochaine récession américaine ne sera pas uniforme. Elle frappera plus fort là où les fondations sont déjà fissurées. Et les investisseurs qui ignorent la géographie économique américaine pourraient en payer le prix. Restez avec nous sur Géocapital. Après la pause, nous analysons les signaux que les marchés obligataires municipaux envoient en ce moment même sur ces 10 États et ce que les crédits default swaps sur dette souveraine régionale nous révèlent sur les prochains mois. Et nous serons rejoints par un gestionnaire de fonds spécialisé dans la dette municipale américaine, qui nous donnera ses positions en direct. Géocapital, on ne vous dit pas ce que vous voulez entendre, on vous dit ce que vous avez besoin de savoir.